Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais discuter la question de savoir si l'objectif émission net zéro pour 2050, si c'est un bon objectif climatique. Alors, le premier point, c'est de voir que ça fait du sens de se centrer sur les émissions nettes plutôt que sur les émissions brutes. Les émissions nettes, c'est ce qu'on émet dans l'atmosphère, moins ce qu'on retire de l'atmosphère. Et effectivement, ces gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère, ensuite ça se mélange dans l'atmosphère. Et si par ailleurs on on extrait de l'atmosphère une certaine quantité de gaz à effet de serre, eh bien c'est comme si on avait au fond émis que la différence entre ce qu'on a réellement émis et puis ce qu'on a retiré. Ce qu'on a retiré, c'est un peu comme si on l'avait pas émis. Donc, ça fait bien du sens de se centrer sur les émissions nettes. Et maintenant, le deuxième point, c'est de savoir est-ce que ces émissions nettes, est-ce qu'il faut viser des émissions nettes nulles? Et l'explication qui est souvent donnée, mais qui est fausse, est de dire, ben, quand on émet des gaz à effet de serre, ils restent dans l'atmosphère pour toujours. Et comme c'est la densité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui cause le réchauffement climatique, eh bien, il faut pas que cette densité augmente, il faut pas que le stock de gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmente. Et puis, comme celui qu'on émet, le gaz à effet de serre qu'on émet, il reste dans l'atmosphère, eh bien, il faut arriver à un stade, un jour ou l'autre, où on n'émet plus de gaz à effet de serre si on veut plus que pas que le réchauffement climatique se poursuive. Et ce, ce raisonnement est, ben, on peut dire à la limite qu'en première approximation, c'est correct parce qu'effectivement, les gaz à effet de serre, euh, surtout le CO2, reste très longtemps dans l'atmosphère. Le méthane, ben, il est chimiquement instable, donc se fait détruire plus rapidement, mais euh, le CO2, ben, il va être en partie capté enfin absorbé par les océans, il va aussi être absorbé par d'autres choses, donc il va partir de l'atmosphère, mais relativement lentement. Donc si on veut, on peut dire qu'en première approximation, ben, il reste dans l'atmosphère, mais pour être exact, en réalité, assez lentement, mais il part de l'atmosphère. Donc, si on arrêtait ces émissions humaines supplémentaires qui sont rajoutées aux émissions naturelles, eh bien, la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère resterait pas constante, mais en fait, elle diminuerait lentement, mais elle diminuerait. Euh, Donc c'est le raisonnement qu'on entend parfois comme quoi il faut net zéro pour pas augmenter le stock de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il est pas correct. Il n'est pas absolument correct en tout cas. Euh, Ce qui se passe, c'est que si la concentration de gaz à effet de serre restait constante dans l'atmosphère, en réalité, il y a une certaine inertie et la Terre, pendant un certain temps, continuerait euh, de se réchauffer. Simplement parce que il y a au sommet de l'atmosphère un équilibre qui se fait entre l'énergie qui rentre, qui est donc envoyée par le Soleil, et puis l'énergie qui est émise par la planète Terre. Et puis, bah, ça prend un certain temps quand on change de gaz à effet, la concentration de gaz à effet de serre, ça change cet équilibre. Et puis, pour établir l'équilibre, il faut que la planète Terre se réchauffe. Et puis, ça prend un certain temps. Ça se réchauffe pas immédiatement. Ça prend un certain temps pour se réchauffer suffisamment pour que cet équilibre-là, soit rétabli. Donc, il y a une certaine inertie. Et donc, on, si
la concentration de gaz à effet de serre restait constante, en fait, la température ne cesserait pas d'augmenter immédiatement, mais elle continuerait, à cause de cet effet d'inertie, d'augmenter pendant un certain temps. Et puis bon, à un moment donné, ça convergerait vers la nouvelle température d'équilibre. Mais ça continuerait d'augmenter pendant un certain temps. Et il se trouve que, au fond, les deux effets euh, s'annulent ou s'annulent approximativement. Donc c'est un raisonnement nettement plus compliqué, disons, pour aboutir à l'idée qu'il faut net zéro. C'est finalement un raisonnement beaucoup plus compliqué que simplement de se dire, ouais, il faut le gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère, il y reste, et puis si on veut pas que le stock de gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmente, bon, il faut donc ne plus, un jour ou l'autre, ne plus en émettre. Donc c'est nettement plus compliqué que ça. Moi, je, je suis pas en mesure de vérifier ces modèles qui disent que ça se compense, ces deux effets contraires se compensent ou se compensent en large partie. Euh, je suis pas en mesure de vérifier moi-même ces modèles. Euh, ça me paraît plausible. Et puis si c'est faux, c'est-à-dire ça peut être faux dans les deux sens, c'est-à-dire soit on devrait faire être plus strict que net zéro, ou bien moins, ou on pourrait se permettre d'être moins strict que n zéro. Si on fait n zéro alors qu'on pourrait se permettre d'être moins strict, ça veut dire que on fera un peu redescendre un peu la température. C'est pas une mauvaise chose parce qu'elle est quand même déjà, on a déjà une grande partie de ce réchauffement climatique qui est déjà là. Donc si on fait plus que ce qu'il faut pour stabiliser au niveau où il sera déjà, ben c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc voilà, cette erreur-là, elle serait pas forcément mauvaise. Et puis si en fait il faudrait faire davantage, bah, davantage que zéro, c'est quand même pas si facile à faire, hein. Ça veut dire que pour être net négatif, il faudrait retirer de l'atmosphère davantage que ce qu'on émet. Et ça, c'est quand même, bah, dans l'immédiat, c'est pas possible, mais même à long terme, c'est quand même relativement difficile à faire. Mais bon, à très long terme, tout est ouvert. Mais si jamais on se trompe dans ce sens-là, disons, en faire plus que net zéro, c'est quand même très difficile. Et, et puis quand même, c'est déjà bien si on arrive à net zéro. Donc, en gros, ça me paraît plausible. Si on se trompe en faisant un peu trop ou un peu pas assez, ça me paraît pas dramatique. Et il me semble que le net zéro, c'est un bon ancrage, disons. D'une part, zéro, c'est un chiffre rond, mais au-delà que ce zéro est un chiffre parfaitement rond, il a des avantages. Par exemple, imaginons qu'on dise, bon, il faut une certaine quantité d'émissions, pas dépasser une certaine quantité d'émissions, et que cette quantité soit pas zéro. La question ensuite, ce serait comment on répartit, par exemple, entre les différents pays ces émissions. Euh, Quelle va être la clé de répartition? Est-ce qu'on va répartir par habitant? On va dire, voilà, au total, on a le droit, la planète Terre peut émettre tant, et puis à X habitants, donc on divise par le nombre d'habitants, puis voilà, ça fait ce que chaque habitant peut émettre. Puis maintenant, pour voir ce qu'un pays peut émettre, on regarderait le nombre d'habitants qu'il a, puis on dirait, bon, ben, voilà, vous, avec votre nombre d'habitants, c'est ça. Donc une clé de répartition par pays, en fonction du nombre d'habitants. L'alternative, ce serait par exemple en fonction de la surface du pays. On dirait, votre pays fait 1% de la surface terrestre, donc vous avez le droit à 1% du budget, disons, d'émissions de gaz à effet de serre qu'on peut se permettre. Et évidemment que si on fait en fonction de la surface ou en fonction du nombre d'habitants, les budgets pour les différents pays seront pas les mêmes. Euh, donc, bah, un pays très très peu densément peuplé, il a intérêt à ce que ce soit par habitant, comme ça il a un budget plus grand que par mètre carré. Euh, donc, euh, donc il y aurait toutes ces disputes, évidemment il y aurait des intérêts divergents, il y aurait
bah, ça serait un peu compliqué parce que on pourrait aussi un argument dire c'est par personne, c'est parce que ben, chaque personne c'est équitable quoi, chaque personne a le droit à la même, on se répartit équitablement la même quantité par personne de ces émissions de gaz à effet de serre qu'on aurait le droit de faire. Mais ça aurait aussi l'inconvénient que ben ça ferait pas d'incitation à limiter le nombre de personnes, donc à réduire la natalité, etc. Et un pays pourrait se dire, bon, bah alors, je peux me permettre d'avoir beaucoup de gens. Si j'ai beaucoup de gens, j'aurai aussi un budget carbone plus élevé qui me sera octroyé. Donc, tandis qu'on fait par mètre carré, il y a, ben, voilà, c'est ça. Et si vous êtes plus de personnes dans le pays, eh ben, vous devez vous partager le, le budget carbone, enfin, ou le budget gaz à effet de serre euh, entre toutes ces personnes qu'il y a dans le pays. Puis si vous voulez pas être trop de personnes, ben, c'est à vous de gérer la natalité dans votre pays. Donc voilà, il y a toutes des questions un peu compliquées comme ça qui surgissent, mais qui surgissent pas si c'est zéro. Parce que si le budget total c'est zéro, bah par personne c'est zéro, par mètre carré c'est zéro, c'est toujours zéro. Il y a toutes ces questions qui deviennent hors sujet et enfin qui se posent plus. Ça revient tout au même, on doit arriver à zéro. À net zéro pour être précis. Donc il y a un côté pratique d'un objectif net zéro. Il y a des raisons scientifiques de prendre net zéro, comme j'ai dit tout à l'heure. Ces modèles scientifiques, je peux pas les vérifier moi-même, mais ça me paraît plausible. Voilà, donc net zéro me paraît un objectif, un bon objectif. Et puis la question c'est est-ce que c'est pour 2050? Alors, pas si on pourrait mettre pour 2040 ou pour 2060. À quelle date est-ce qu'on doit mettre? Euh, alors 2050, ça me paraît une bonne date, juste pour des questions de pratique. Net zéro demain matin, ce serait catastrophique. Il y aurait énormément de morts. Il y aurait peut-être aussi des guerres qui se déclencheraient, etc. Donc, euh, c'est clair que ça doit pas être demain matin. Je crois il y a personne, enfin, il y a sûrement des fous quelque part qui proposent ça doit être demain matin, mais disons, il y a pas une quantité significatrice de gens qui proposent pour demain matin, net zéro pour demain matin, j'ai jamais, disons, entendu ça. Donc, bon, c'est pas demain matin, mais pour quand? Et 2020, 2050, ça me paraît bon dans le sens que ça laisse maintenant à peu près un quart de siècle. C'est un temps assez long pour faire les changements qui sont quand même des gros changements à faire. Donc, il faut réduire la consommation d'énergie, par exemple. Il faut euh, changer, passer plus à l'électricité, passer à l'électricité, quitter les énergies fossiles. C'est quand même un gros chambardement. 25 ans, c'est pas trop long pour faire ce chambardement. Donc, c'est bien de laisser du temps pour le faire. Et puis, ben, il faut pas non plus laisser, si on laisse 100 ans, au lieu d'un quart de siècle, ça sera tellement loin qu'on va même pas commencer maintenant, disons. Donc, il faut que ce soit quand même assez proche pour que on voit qu'il faut vraiment s'y mettre tout de suite. Et voilà, donc 25 ans, ça me paraît, 24 maintenant, ça me paraît, du point de vue, disons, organisationnel, ça me paraît un temps assez long sans être trop long, donc ça me paraît une bonne chose. Donc, vous voyez, je suis plutôt favorable à cet objectif net zéro pour 2050. Euh, c'est pas du tout l'argument qu'on entend parfois que il y a une certaine quantité de gaz à effet de serre qui peut être émis et puis après, si on dépasse ça, c'est la fin du monde. Euh, il y avait ce tweet qui disait, c'était un tweet qui date de 2018, qui disait que si on n'arrête pas les émissions d'ici 5 ans, eh bien, la planète serait mise sur une trajectoire où
où ça serait la fin de l'humanité, disons. Et alors ça, il y avait aucune base scientifique pour prétendre ça. Évidemment, il y a une tentation de la part de ceux qui veulent combattre le changement climatique de dire des choses fausses comme ça, enfin qui n'ont pas de base scientifique en tout cas, euh, pour euh, pour que les gens s'activent. Mais c'est à la fois malhonnête, parce que c'est faux, disons, et c'est un mensonge. Et deuxièmement, c'est stupide parce que ben oui, si on dit il faut agir maintenant dans les 5 ans, sinon après les carottes sont cuites, bah ça donne beaucoup d'énergie, ça stimule les gens pour agir pendant 5 ans. Mais après, bah, ils vont se dire les carottes sont cuites. Donc ce tweet que je vous ai mentionné, il date de 2018. 2018 plus 5, ça fait 2023. On est en 2026. Donc voilà quoi. Je veux dire, maintenant on est déjà dans la période où c'est trop tard et où les carottes sont cuites. Donc donc c'est à la fois malhonnête et stupide de dire des choses comme ça. Donc c'est pas du tout l'argument, ça. Je veux dire, c'est pas du tout l'argument qu'à partir d'un certain stade réaliste, ça devient, ça devient la fin du monde. Évidemment que si on réchauffe sans jamais s'arrêter, à un moment donné, ça peut effectivement arriver à la fin du monde, mais c'est pas quelque chose qui est dans les cartes et qui a un délai prochainement, disons. Euh, Par contre, ce qui est vrai, c'est que chaque dixième de degré en plus, ben, c'est des catastrophes en plus, c'est des risques en plus, etc. Donc, il faut éviter il faut combattre ce changement climatique de façon résolue, mais sans faire paniquer les gens. Euh, la difficulté aussi, c'est un peu comme quelqu'un qui veut arrêter la cigarette, c'est-à-dire arrêter de fumer. Euh, En réalité, une cigarette de plus va pas réellement changer les risques qu'il fasse un cancer du poumon. Euh, mais le risque, une fois que les gens comprennent qu'une cigarette de plus, ça va pas faire de différence significative, c'est qu'ils se disent, bon, bah, je peux encore prendre la prochaine cigarette. Puis ensuite la prochaine, etc. Et après, ça s'arrête jamais. Donc, il y a un peu une difficulté entre il faut refuser, rejeter ces mensonges qui sont d'abord contre-productifs en plus, et mais sans tomber dans une complaisance qui dit ouais bon, en fait on a le temps, il n'y a pas de problème, etc. Euh, donc pour le fumeur, c'est un peu lui dire c'est vrai, une cigarette en plus, ça changera rien, mais si tu prends ta cigarette maintenant, la même raison qui fait que tu la prends maintenant fera que demain, enfin, ou dans une heure, tu en reprendras encore une et puis ça s'arrêtera jamais. Et puis à ce moment-là, c'est plus une cigarette, c'est des tas de cigarettes et là, ça a un impact. Donc, là, c'est la même chose pour le changement climatique. Il n'y a pas une fin du monde qui nous prend au nez comme ça, mais il faut, il faut s'y mettre rapidement et puis résolument, et pas simplement toujours reporter à plus tard. Et il faut aussi, disons, si on met l'horizon à 2050, il faut aussi commencer très tôt pour le faire graduellement. C'est très important de faire graduellement les choses. Par exemple, si on prend les bâtiments, vous voulez pas construire un bâtiment et puis 10 ans après devoir rénover la façade pour l'isoler mur, par exemple. Ça coûte beaucoup plus cher que de l'isoler bien dès que vous le construisez. Vous voulez pas mettre un chauffage au mazout et puis 10 ans après balancer votre chauffage au mazout pour mettre une pompe à chaleur parce qu'elle n'était pas encore en fin de vie. C'est du gaspillage d'argent, c'est un gaspillage aussi de matières premières. Donc, dans la mesure du possible, il faut éviter de faire ça. Donc, et pour éviter de faire ça, c'est bien de s'y prendre longtemps en avance. Donc, d'avoir un délai qui est un peu lointain, comme 2050, même si c'est pas très très lointain vu le bouleversement qu'il faut faire.
mais aussi de commencer tout de suite, parce que si on veut vraiment profiter de tout ce délai, il faut pas attendre 2040 pour faire quelque chose. Donc, euh, donc voilà, donc un objectif net zéro pour 2050 que je trouve bon pour les raisons que je viens d'indiquer. Maintenant, la question, c'est quel est le statut de cet objectif? C'est-à-dire, c'est un bon objectif climatique, mais est-ce que ça devrait dominer toutes les autres choses qu'il peut y avoir, des objectifs qu'on peut avoir dans la vie, euh, et ou que l'humanité peut aussi avoir. Et je crois que c'est clair pour tout le monde que non, ça domine pas tous les objectifs. Comme je disais tout à l'heure, si ça dominait tous les objectifs, on dirait, ben, il faut arrêter les émissions de gaz carbonique demain matin. Mais on ne le fait pas parce qu'on sait que ça créerait des catastrophes. Donc ça veut dire que l'objectif d'éviter des catastrophes l'emporte sur avoir le minimum d'émissions de gaz à effet de serre. En tout cas, dans le court terme, il y a une sorte de compromis ou de trade-off, comme on dit. Il y a plusieurs objectifs qu'on doit avoir simultanément. Il ne faut pas se fixer sur un seul objectif. Il y a plusieurs objectifs et puis il faut faire avancer sur tous ces objectifs en même temps. Et, hum, et c'est pas le cas que on est prêt à faire n'importe quel sacrifice sur tous les autres objectifs pour améliorer un tout petit peu, un tant soit peu, l'atteinte des objectifs climatiques. Donc l'objectif climatique, il n'est pas comme ça au-dessus de tous les autres. Il ne s'agit pas d'atteindre les objectifs climatiques à tout prix, parce qu'à tout prix, ça fait penser à l'argent. Donc on peut se dire, ouais, bon, l'argent, c'est pas important, c'est quand même plus important de ne pas chambouler notre climat. Mais à travers l'argent, en fait, ce qu'il y a, c'est les ressources et puis les autres objectifs. Donc, il y a des objectifs de lutte contre la pauvreté, il y a des objectifs de protection de la nature. Par exemple, euh, c'est pas, il y a aussi comment on fait les choses. C'est-à-dire, si on essaye d'atteindre l'objectif net zéro pour 2050, on peut le faire en mettant des panneaux solaires sur les toits, on peut le faire en mettant des panneaux solaires sur les Alpes et en détruisant la nature dans les Alpes. Donc, quand on fait les choses, il faut aussi tenir compte d'autres objectifs comme la protection de la nature, etc. Il faut se poser la question, qu'est-ce que ça a comme impact sur les gens qui ont un bas revenu, etc. Donc, euh, donc tenir compte des autres objectifs. Euh, une autre question, c'est il faut voir aussi ce que font les autres pays. Si un pays comme la Suisse, mais ça serait vrai aussi pour la France et probablement aussi pour l'Union européenne, s'ils réduisent leurs émissions à zéro, ça, ça a un impact mineur sur le climat parce que les émissions de la Suisse, c'est toute petite part des émissions mondiales. Donc, même si ces émissions disparaissaient, elles étaient ramenées à zéro, ça changerait pas fondamentalement le changement climatique. Alors, la conclusion, c'est pas de dire que ben, la Suisse, elle a rien besoin de faire parce qu'elle est petite, parce que les émissions par tête, elles sont quand même importantes, et puis parce que chacun doit faire sa part, donc la Suisse doit aussi faire sa part. Si chacun se dit, mes émissions à moi, elles ont pas d'impact significatif parce que c'est une toute petite partie des émissions mondiales. Donc moi, j'ai rien besoin à faire. Si tout le monde se dit ça, bah, personne sur cette planète fait quoi que ce soit. Et alors que quand on les additionne, ces émissions de chaque individu, ça finit par faire beaucoup. Enfin, ça finit par faire le changement climatique qu'on connaît. Donc, le fait que les émissions suisses elles sont négligeables, ça veut pas dire que la Suisse doit rien faire. Au contraire, elle doit faire sa part. Mais il faut pas perdre de vue
que même si les émissions de toute la Suisse étaient ramenées à zéro, ça aurait peu d'impact sur le changement climatique et que par conséquent, on peut pas comptabiliser, on peut pas dire grâce à nos efforts, on va éviter tous les problèmes climatiques qu'il pourrait y avoir en Suisse et tous les coûts liés à ces problèmes climatiques. Donc en Suisse, vous savez, la température augmente même plus qu'en moyenne mondiale. Il y a des impacts sur les glaciers, il y a des impacts sur dans les Alpes, sur les terrains qui tiennent moins bien, il y a des éboulements, etc. Il va y avoir une augmentation de température, ça veut dire aussi, même dans les villes, donc un réchauffement euh, qui peut être pénalisé, désagréable premièrement, mais deuxièmement même pénaliser la productivité du travail. Bon, à moins que ce soit dans des bureaux qu'on peut climatiser, etc. Donc, il y a toujours la question de comment on réagit à ces choses et aussi les affaissements, les éboulements. On peut aussi mettre des protections. Donc, l'impact que ça aura dépend aussi de comment on s'adapte à la situation. Mais le point que je veux faire en ce moment, c'est que vu que l'impact des émissions suisses sur le changement climatique est faible, eh bien, il faut quand même que la Suisse fasse sa part, mais on peut pas dire que si on paye, si on fait les dépenses pour réduire nos émissions, et alors ça permettra de l'autre côté nécessairement de réduire les coûts du changement climatique. Parce que peut-être ce changement climatique aura quand même lieu si le reste du monde ne fait pas ce qu'il faut. L'autre point, c'est une fois qu'on a réalisé que les émissions en Suisse, elles sont très faibles en pourcentage des émissions mondiales, euh, alors oui, la Suisse doit faire sa part, mais si on veut vraiment contribuer à réduire les émissions mondiales, il y a quelque chose de plus important à faire que de réduire, à- que de réduire les émissions en Suisse même. Et ça serait par exemple de faire des innovations qui permettent dans tout le monde entier de faciliter la réduction des émissions. Et si on faisait des innovations qui par exemple permettaient de réduire de 1%, ne serait-ce que de 1% les émissions dans le reste du monde, ça serait une contribution nettement plus élevée que réduire à zéro les émissions qui ont lieu en Suisse. Donc, la contribution que peut faire la Suisse par l'innovation, elle est beaucoup plus importante que ce qu'elle peut faire en réduisant ses propres émissions. Ce qui n'est pas une raison de renoncer à réduire ses propres émissions, je ressouligne encore une fois. Euh, mais vous voyez que c'est, il faut avoir en tête toutes ces choses pour éviter disons, les affirmations très simplistes qu'on entend souvent. Euh, Encore un dernier point, c'est que le, quand en Suisse on fait mais c'est aussi valable pour la France, hein, les émissions de la France sont plus grandes que les émissions de la Suisse, mais elles restent faibles aussi en comparaison avec les émissions mondiales. Donc on peut pas comptabiliser sans autre comme, disons, comme bénéfice de ces coûts de réduction d'émissions, le bénéfice, le fait de réduire le changement climatique. Euh, mais, premièrement, on s'inscrit dans un mouvement où il y a d'autres pays qui participent. Et je dirais que c'est l'hypothèse à faire au départ, disons, de dire, ben, on est tous ensemble, on a signé des accords à Paris, etc. Donc, qui sont pas contraignants. Donc, ils sont pas contraignants pour nous, ils sont pas contraignants pour les autres pays. Probablement que ce serait mieux qu'ils soient contraignants à la fois pour nous et pour les autres pays, parce que comme ça, on saurait que les autres pays vont vraiment tenir leur engagement et qu'on serait plus confiant que bah, notre mouvement s'inscrit dans un mouvement mondial. Mais bon, c'est des engagements pas contraignants. Et je crois que la bonne approche, c'est de se dire, bon, ben, on y va, on part de l'idée au départ que les autres pays vont aussi faire ce qu'il faut. Et puis, s'il s'avère que les autres pays font pas ce qu'il faut, et ben, éventuellement, on réexaminera la pertinence que la Suisse
suivent, suivent continuent de suivre ces objectifs. Mais pour l'instant, on part de l'idée que les autres pays font ce qu'il faut. Et on pourra toujours reconsidérer parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas contraignant. Donc, l'ennui, c'est que c'est pas contraignant pour les autres, mais disons, ça veut aussi dire que c'est pas contraignant pour nous. Donc, si le peuple suisse veut, dans 10 ans, revenir sur ses objectifs, il peut tout à fait revenir sur ses objectifs. Mais disons, pour l'instant, c'est les objectifs. Et on peut pas comptabiliser donc sans autre, on peut comptabiliser ces bénéfices de réduction du changement climatique seulement sous l'hypothèse que les autres pays font aussi ce qu'il faut. Par contre, il y a d'autres choses qu'on peut comptabiliser. Ben, une chose, c'est la amélioration de la qualité de l'air. Si on veut moins d'énergie fossile, ça sera bon pour l'air. Bon, c'est pas l'air est déjà pas trop mal en Suisse, disons, donc ça serait pas un gain gigantesque, mais disons, il y a le gain de l'air, et il y a aussi par exemple, les voitures électriques, elles font nettement moins de bruit, donc il peut y avoir un gain sur le bruit. Ben, il y a des gens qui habitent près de routes très bruyantes, et pour eux, ça serait un gain. Donc il y a ces gains-là qu'on a en quittant les énergies fossiles notamment, et qu'on a même si les autres pays ne font pas leur ne font pas leur part. Et un autre gain qui est aussi très important, c'est qu'on a moins de dépendance énergétique. Parce que cette énergie fossile, on l'importe. On n'a pas d'énergie fossile en Suisse. On l'importe, on est complètement dépendant. Alors, évidemment, si on a d'autres sources d'énergie, on va aussi être dépendant parce que les panneaux solaires, on les achète de Chine. Même si on les faisait en Suisse, ben, probablement que les cellules photovoltaïques, on les ferait pas en Suisse. Donc, enfin, les matières premières pour faire ces panneaux photovoltaïques, elles viendraient bien de quelque part et probablement pas de la Suisse. Donc, elles seraient aussi importées, donc on serait aussi indirectement dépendant. Même si on, Même dans ce cas. Donc, mais il faut voir que c'est la dépendance, elle a quand même des degrés. Il faut voir deux choses, c'est-à-dire que il y a où c'est qu'on achète. Donc, si c'est diversifié, si on peut acheter à plusieurs endroits, on est moins dépendant d'une source en particulier ou d'un pays en particulier. Ça, c'est un aspect des choses. Puis l'autre aspect, c'est le stock qu'on peut avoir chez nous. Par exemple, typiquement pour le pétrole, on a 3 mois de stock. Donc, on stocke en Suisse de façon à tenir pendant 3 mois s'il y a une coupure, mais après 3 mois, ben, on peut pas non plus stocker indéfiniment du pétrole. Par contre, quand on a des panneaux solaires, ben, le soleil, là, on l'importe pas, il nous vient directement. Et, les panneaux solaires, ben, évidemment, après 30 ans, enfin, ils perdent chaque année un peu de leur efficacité. Euh, mais Mais voilà, c'est quelque chose de graduel, donc ça nous permettrait de voir venir, disons, si tout d'un coup ceux qui nous livrent les panneaux photovoltaïques refusent de nous les livrer pour une raison quelconque, par exemple pour faire une contrainte politique, faire du chantage, on aurait quand même les panneaux installés qui fonctionneraient pendant un certain temps. Donc ce serait pas 3 mois comme pour les énergies fossiles. Donc là aussi, c'est un peu nuancé, c'est-à-dire que euh, l'autonomie, elle serait pas parfaite, disons, mais on aurait un plus grand degré d'autonomie, dans le sens que je viens d'expliquer, que si on continue d'acheter des énergies fossiles. Donc voilà, ça c'est des gains, euh, pureté de l'air, bruit, mais aussi moins de dépendance énergétique, c'est des gains qu'on a en faisant cette transition et qu'on a même si les autres pays ne, ne font pas leur part. Et ça, ça doit aussi être introduit dans nos réflexions. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de ces objectifs. Vous voyez que je suis pour cet objectif d'émission net zéro pour 2050, mais vous voyez aussi que
Bah, j'ai une position beaucoup plus nuancée que ce qu'on entend souvent.